Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Marie-Ève Dicker conserve son titre, Vasily Lomachenko au sommet de son art, Eleider Alvarez à Las Vegas et un autre des meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète en action. Et c'est avec bonheur que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, Marie-Ève effectuait la première défense de son titre des super mi-moyens de l'IBF contre son aspirante obligatoire Mikaela Loren au Casino de Montréal et plusieurs personnes entrevoyaient un combat serré en raison de l'expérience et surtout de la force de frappe de la Suédoise. Je dois dire, je détonnais un petit peu auprès de mes collègues quelques minutes avant que le combat commence parce que j'avais l'impression que ça allait pas être aussi serré qu'on essayait de nous le faire croire et Dicker m'a donné raison. Ouais. Elle a emporté assez facilement par décision unanime des jeux. J'ai n'eût été une profonde coupure à l'œil gauche. C'était particulièrement laid quand on le voyait de près. Ça résultait d'un coup de tête accidentel au deuxième round. La victoire aurait probablement été encore plus facile. Je te dirais, Adrien, au fil du temps, Marie-Ève Dicker, il y a toujours des doutes qui ont subsisté au sujet de sa capacité à s'adapter à l'adversité. Et au contraire, je trouve que de combat en combat, on ne cesse de voir quelqu'un qui s'améliore. Et là, cette fois-ci, on a vu sa capacité à accrocher. Lançait le jab et tout de suite barrait les deux bras de son adversaire pour l'empêcher de s'attaquer à la coupure parce que à partir du moment où le médecin a décidé que les hostilités pouvaient continuer après le coup de tête, on avait peur que là, Loren s'attaque uniquement à la blessure et là, ça aurait été une défaite par knock-out technique. Et elle a bien compris qu'elle avait l'avantage à l'extérieur, Marie-Ève Dicker, avec un meilleur jab, des meilleurs déplacements. Et elle a effectivement changé sa manière de boxer à partir du moment où il y a eu cette coupure qui était profonde. D'ailleurs, dans son coin, on a fait un excellent travail parce que la coupure n'a pas tant saigné. Ça a été bien maîtrisé alors qu'elle était quand même assez profonde. Ça se voyait pas si bien que ça à l'écran, mais quand on voit de plus près, c'était très profond comme coupure. Donc un bon travail dans son coin et un bon travail de Marie-Ève aussi, qui s'est bien adaptée, qui au moment où elle lançait le jab, après accroché assez rapidement quand les deux boxeuses étaient au corps à corps. Ça, non seulement ça permet d'éviter à l'intérieur les chocs de tête, ça permet aussi d'éviter un peu le dirty boxing où Mikaela Loren aurait pu aggraver la coupure. Ça permet aussi d'empêcher Loren de boxer dans sa situation qu'elle préfère, c'est-à-dire en combat rapproché au corps à corps, où on peut être un peu... où c'est moins technique, où c'est un peu plus de la force brute, ce qui avantage Loren. Donc Marie-Ève Dicker a utilisé ses atouts et a neutralisé la boxe de Loren en l'accrochant à l'intérieur. Donc c'est le résultat de la coupure, mais je pense que c'était aussi une partie de la stratégie à la base. Mais c'est vrai que ça a changé sa manière de boxer. Elle a peut-être été un peu moins active qu'elle aurait voulu l'être, je pense. Mais elle s'est bien adaptée, justement. C'est ce qui arrive en combat de championnat. Tu as des situations que tu n'as jamais vécues avant ou d'une ampleur que tu n'as jamais vécue avant. Et il faut s'y faire, il faut s'y adapter. C'est ce qu'a bien fait Marie-Ève. Donc, chapeau à elle. Et c'est vrai qu'elle est capable de modifier sa manière de combattre parce qu'on a vu qu'au début, elle était un peu plus mobile. Elle tournait autour et... quand il y a eu cette coupure, elle s'est dit je ne peux pas me permettre de laisser Mikaela Loren venir à moi et se coller à moi et faire plus de dommages au niveau de cette coupure. Et donc elle a agi en conséquence et elle a très bien fait. Elle a remporté une décision nette, claire et sans bavure. Et du côté de Loren, on a pu voir que techniquement c'était parfois un peu limité dans l'approche, dans le jeu de pied, dans la manière de lancer les coups. Elle a rarement inquiété Marie-Ève Dicker, sauf au premier round, il y a un crochet gauche solide qui a atteint la cible, qui a surpris un peu Marie-Ève. Elle nous a dit qu'elle avait trébuché. Elle a dit c'est mon côté blonde. Je la cite. C'est pas un coup qui l'a dérangé. Même d'ailleurs, elle expliquait que la force de frappe de Loren, là, à aucun moment dans le combat, l'avait dérangé. Parce que c'était au tout début du combat et on a vu que ça avait eu que ça l'avait peut-être un peu surpris. Enfin, c'est l'impression que ça m'avait donné en voyant les images. Mais pendant tout le reste du combat, Loren n'a pas inquiété Dicker. Et on a vu qu'en fin de combat, la Suédoise a commencé à manquer un peu de cardio. Sa préparation a été assez courte, on le sait. Donc c'est peut-être dû à ce manque de préparation, on va dire. Peut-être aussi l'âge, hein, elle a 43 ans. Même au 8e round, on a même eu l'impression à un certain moment que Dicker pourrait enfin enregistrer cette première victoire avant la limite. Oui, un solid overhand de la gauche qui a sonné Loren. On a vu que ça avait eu
un sacré impact sur la Suédoise qui a reculé un peu, qui a pris quelques coups après, mais qui a bien récupéré. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un one-punch knockout pour Marie-Ève qui n'y est clairement pas habituée. Ça aurait été tout un message envoyé au reste du monde de la boxe féminine, mais bon, c'est quand même une belle victoire par décision claire et nette, pas de contestation possible contre une boxeuse très crédible qui a fait face à peu près tout le monde dans cette catégorie. Donc, mission accomplie haut la main pour Marie-Ève Dicker. D'ailleurs, on nous avait vendu cet affrontement-là comme un choc des styles, choc des générations entre la nouvelle garde représentée par Dicker, qui est résolument technique, et l'ancienne garde représentée par Lorraine, qui est davantage bagarreuse. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et on a vu que Lorraine était vraiment à court de solutions là, parce que Dicker tournait autour et ça s'est accentué quand Dicker a dû encore plus reposer sur sa technique pour éviter de faire... disons que la blessure s'aggrave. Et bon, Lorraine, naturellement, a rencontré les journalistes après sa défaite et a dit « Ah, j'aimerais tellement ça avoir une revanche. J'ai juste eu 2 semaines pour me préparer, un camp d'entraînement. Et bon, on s'entend que les partenaires d'entraînement gauchers ne courent pas les rues. Donc, c'est un peu plus compliqué à trouver. Déjà, à la base, Dicker profitait d'un avantage étant donné qu'elle est gauchère. Par contre, Marie-Ève Dicker a complètement fermé la porte en disant « Ben là, j'ai affronté mon aspirante obligatoire. Il y a un juge qui a donné 1 round, l'autre en a donné 2. Je vois pas du tout l'intérêt. Moi, là, ce combat-là, là, il vient de se terminer, mais il est déjà très loin derrière moi. Je pense à la suite et je te la donne en 1000. On a parlé d'un affrontement possiblement au stade IGA en plein air. Là, ça reste un peu beaucoup compliqué, comme c'est toujours le cas en boxe, parce que la date un peu originale qui a été offerte par Top Rank, c'est le 15 juin, mais on s'entend, il y a un gala à Shawinigan. Là, on sait que les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux promoteurs québécois, donc on ne risque pas d'aller dans cette direction. Mais si tu as envie de parier un petit 2 $, peut-être que le nom de l'Américaine Kylie Reese serait celui qu'elle affronterait. Donc, ce serait vraiment intéressant parce que c'est une adversaire récente de Cecilia Brækhus. On sait que Brækhus est la cible principale de Marie-Ève Dicker. C'est son objectif d'aller se battre contre la championne unifiée. Si elle peut battre Kylie Reese et montrer que, OK, Brækhus l'a fait, moi aussi je suis capable de le faire. Maintenant, on va voir laquelle est la meilleure entre nous deux. Ça serait une belle manière de se placer comme une adversaire incontournable pour Brækhus. On aura l'occasion de parler de son combat un peu plus tard, mais il y a beaucoup de gens, je lis parfois les commentaires sur le site de RDS, et on disait, bon, Marie-Ève Dicker n'arrive pas à la cheville de Clarissa Shields. Je vous dirais, so what? Est-ce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui arrivent à la cheville de Vasily Lomachenko ou de Terence Crawford? La réponse, bien, c'est non. Donc, et de toute façon, là, un combat entre Marie-Ève Dicker et Clarissa Shields, là, pour le moment, là, dans un moyen, même un futur extrêmement éloigné, c'est hors de question parce qu'on sait Shields a été championne à 168 livres, maintenant détient toutes les ceintures à 160. Marie-Ève Dicker, c'est une 147 qui a décidé de passer chez les 154 parce qu'elle n'a aucune possibilité de ceinture à 147. Là, on étire déjà un peu l'élastique. On ne va pas encore aller plus haut là, parce qu'on sait ça pourrait être... ce serait un désavantage là, beaucoup trop marqué. Oui, c'est 4 catégories d'écart à la base, donc il ne faut pas commencer à penser à ça tout de suite. Peut-être dans le futur, si Clarissa Shields reste à 160, si Marie-Ève monte au fur et à mesure, mais là c'est très hypothétique, c'est pas avant plusieurs années qu'on va commencer à penser à ça. Également sur cette carte qui avait été montée quand même dans un temps assez record. Je souligne la victoire de David Théroux qui a offert une entrevue très honnête à mon ami et collègue Mathieu Boulay du Journal de Montréal. A eu des ennuis avec des troubles alimentaires avec la boulimie, là, se goinfrait entre les combats et tout. On sait qu'il a été un peu pris dans un peu la rivalité entre Stéphane Larouche et Eye of the Tiger Management. Avait fait preuve de fidélité et demeuré avec Stéphane Larouche. Ça a été une bonne victoire pour lui. Il est maintenant âgé de 25 ans. On s'entend qu'il deviendra probablement jamais champion du monde, mais ça demeure quelqu'un qui est un vrai travaillant dans le ring et qui est toujours plaisant à voir à l'œuvre. Donc, on dit que la prochaine étape, c'est peut-être espérer mettre la main sur un titre mineur et enfin avoir le nom dans les classements mondiaux. Oui, l'objectif d'un boxeur pro, c'est souvent d'être champion du monde, mais pas tout le temps. C'est parfois aussi d'offrir un spectacle et qu'on se souvienne de toi parce que
eh ben, tu as fait passer un bon moment aux spectateurs qui étaient là. Tu les as impressionnés par ta manière de boxer. C'est ce que fait Teru. Donc, c'est tout à son honneur. Et puis, c'est normal que tous les boxeurs ne soient pas champions du monde dans leur carrière. Ils peuvent pas tous être champions, sinon ça serait pas un champion. Il n'y en a qu'un seul de champion d'habitude. Dans le monde de la boxe, il y en a 4 par catégorie. Mais écoute, dans son cas, il offre toujours des bons combats et je suis sûr que les gens vont continuer à aller le voir en personne parce que c'est toujours impressionnant. Ça a été une fin de semaine particulièrement chargée dans le monde de la boxe. Ça commençait vendredi soir avec le meilleur boxeur livre pour livre de la planète, Vasily Lomachenko. Meilleur boxeur livre pour livre, même si les panélistes d'ESPN ne sont pas d'accord avec nous. Eux autres disent que c'est Terence Crawford par une marge. On y reviendra. C'est les Américains. Let's agree to disagree, disons en bon français. Lomachenko qui a anéanti son aspirant obligatoire Anthony Crolla lui a passé un violent knock-out absolument pas nécessaire au 4e round. Ce combat-là aurait dû être arrêté au 3e parce que Crolla... Bon, l'arbitre Jack Reese est comme intervenu. Au début, on a l'impression qu'il arrête le combat. Finalement, dit non, c'est les câbles qui le retenaient. S'interpose, fait tout de suite le geste de la main pour dire je donne un compte. Par contre, là, on le renvoyait après. Et Lomachenko, je te dirais, là, Adrien, c'est comme un tableau de Jean-Paul Riopel. Pas du tout besoin d'être un fin connaisseur d'art pour que ça nous touche et que l'émotion nous ronge. Quel talent, ça n'a juste incroyable. Aucun sens. C'était une performance impeccable. À chaque fois que Lomachenko monte dans le ring, il fait le travail, et il fait le travail de manière spectaculaire. Il a dominé, tu as dit anéanti, c'est le bon mot, il a dominé de la tête et des épaules Crolla, qui n'a jamais eu de réponse, qui a paru dès le début menotté. Il a lancé très peu de coups, le Britannique, alors que d'habitude, il est quand même Moi, j'ai quelques statistiques. C'est 12 coups sur 96 qui ont touché la cible pour 13 %. Ses coups en puissance, c'est 7 en 51 pour 14 %. À l'opposé, Lomachenko, 72 en 249 pour 29 %. Les coups en puissance, 58 en 137 pour 42 %. Là, il a fait ce qu'il voulait dans le ring. 42 % de coups de puissance, c'est énorme. Ça raconte un peu l'histoire du combat. Crolla a été menotté parce qu'il est tellement talentueux, Lomachenko, dans ses déplacements. Il est toujours in and out, très très rapidement. Tu as vu comment il est toujours sur la pointe des pieds, très très vif. Il feinte énormément, il feinte avec les mains, il feinte avec la tête, il feinte avec les pieds. Il a des attaques très très variées, extrêmement précis. Il trouve toujours l'ouverture avec les angles qui se donnent. Il trouve toujours une ouverture et le bon coup, le bon angle pour lancer son coup pour qu'il atteigne la cible. C'est une clinique de boxe et ce combat-là aurait dû être arrêté au 3e round. Au moment où l'arbitre Jack Reese intervient, la plupart des gens dans l'aréna pensaient que le combat était arrêté parce qu'il s'interpose entre les deux boxeurs. Il fait le geste de knockdown, il le compte, c'est parce que les cordes ont retenu Crolla, mais il aurait pu arrêter le combat à ce moment-là parce qu'on voyait très bien que Crolla n'avait aucune réponse, qu'il n'avait pas la force de frappe pour changer l'allure du combat, et que Lomachenko le disséquait au fur et à mesure. C'était au 3e round et au 4e round. Il y a eu ce terrible crochet directement au-dessus de l'oreille, entre la tempe et l'oreille, un peu dessus, juste ici. On sait que l'oreille interne, c'est le centre de l'équilibre chez l'être humain. Et on a bien vu que Crolla, dès l'équilibre, il n'en avait plus du tout. Il a atterri en pleine face. J'étais un petit peu mal à l'aise de voir ce chaos-là, surtout sur un gars qui a déjà subi une grosse blessure à la tête il n'y a pas si longtemps que ça. On en avait parlé la semaine dernière avec les cambrioleurs qu'il avait surpris chez lui. Je pense que Reese aurait dû arrêter le combat au 3e round au moment où il est intervenu. Le coin de Crolla aussi aurait pu arrêter le combat quand ils voyaient l'état de leur boxeur entre le 3e et le 4e round. Ils ont décidé de le renvoyer avec les conséquences qu'on a pu voir. Je trouve ça un peu dommage au niveau de la sécurité de la santé du boxeur. Après, ça a permis à Lomachenko d'enregistrer un des candidats au KO de l'année probablement. Et ce que m'a montré Lomachenko dans ce combat-là aussi, c'est que son épaule droite est complètement rétablie. On avait pu voir dans son combat contre José Pedraza qui avait mis fin à sa série de KO et de victoires par arrêt de l'arbitre ou par abandon. Il y avait eu il y a eu un florilège de possibilités avec Lomachenko. C'est ce qui est intéressant. Et avec Pedraza, ça avait mis fin à cette série-là. Et Lomachenko revenait d'une opération, d'une blessure à l'épaule droite. Et on avait vu qu'il avait été il lançait le jab, mais il lançait très peu le crochet. Là, on a pu voir contre Crolla que l'épaule était totalement guérie. Le crochet, il n'y a plus aucun problème. Il l'a lancé plusieurs fois. Il a atteint la cible très souvent.
et il a mis fin au combat avec ce très beau crochet droit. Par contre, on a vu après dans les images dans le vestiaire que Lomachenko avait un petit problème à une main. Par contre, son gérant, Egis Clémas, a dit que c'était pas trop problématique, qu'il n'y avait pas de conséquences. Et il y a certaines personnes qui ont remarqué que Lomachenko ne portait plus les gants Rival. C'est quelque chose que j'avais remarqué, mais que j'avais pas dit par rapport au combat contre Gvozdyk aussi, parce qu'on nous avait montré énormément d'images à l'entraînement avec Teddy Atlas. Et pendant ces images à l'entraînement, c'était du Rival mur à mur. Et pendant le combat, Gvozdyk portait du Venom, qui est une marque davantage associée aux arts martiaux mixtes, une entreprise américaine. Et là, on comprend qu'il y a une entente qui a été faite entre Egis Clémas et la compagnie pour que les boxeurs portent l'équipement de l'entreprise. Et mon ami Mathieu Boulay a enquêté. Il nous a dit que Lomachenko, 30 000 $ par mois, donc si vous faites le calcul, 360 000 tomates par année. C'est beaucoup d'argent. En contrepartie, le Rival, c'est une PME québécoise. Malgré l'immense qualité des produits qui est reconnue là, à travers le monde, pas en mesure de suivre. C'est impossible. Et c'était peut-être dans son combat contre Linares qu'il avait vu l'efficacité de ces gants-là. Venom, c'est les gants que porte Linares généralement. Dommage pour notre collègue Ross Amber. Ça fait un peu de pub en moins, mais il continue à l'utiliser à l'entraînement. Bon, c'est sûr qu'avec un contrat comme ça, tu peux difficilement dire non. Pour porter ce genre de gants-là, on te paye autant. Oui. Surtout que Lomachenko ne s'est jamais caché. Veut des titres, veut passer à l'histoire et veut faire de l'argent. Les commandites, dans les autres sports professionnels, c'est monnaie courante. Là. On sait, dans les sports professionnels nord-américains, là, les grandes vedettes, on sait au basket, là, on paie des fortunes pour porter une marque de chaussures plus qu'une autre. Donc, il n'est pas différent des autres athlètes. C'est normal dans le monde professionnel. Là, on se demande quelle est la suite pour Lomachenko. Il y a différentes possibilités. Une chose, par contre, il semble avoir laissé entendre là, que 135 livres, c'est la limite. Il ne passera pas à la catégorie supérieure. Donc, je pense la possibilité d'affronter Richard Commey, mais qui s'était blessé. C'est lui qui devait affronter Lomachenko, mais s'est blessé à Frisco. Donc, c'est toujours une possibilité. Commey est toujours champion. Sinon, Mickey Garcia, naturellement, mais à condition qu'il retourne dans cette catégorie de poids long. On sait s'est battu à 147 livres contre Errol Spence, aussi fait des combats à 140, mais il est toujours champion WBC à 135. Il a toujours sa ceinture et il était plus à l'aise à 135 qu'il n'était à 140 ou 147. Et si jamais tout ça se concrétise pas, et que le titre WBC devenait vacant, par exemple, on parle d'un combat pour le titre vacant contre Luke Campbell en Angleterre. Et je pense qu'on peut déjà s'imaginer que ce serait présenté au stade Wembley. L'O2 Arena là, serait trop petit probablement pour voir la plus grande vedette. J'en ai parlé dans le préambule. Nos amis Mark Kriegel, André Ward et Timothy Bradley. C'était le jeu de Max Kellerman, qui est maintenant animateur des panels sur ESPN, de lancer la discussion. Et on nous disait Lomachenko, il est bon, mais Bradley est encore numéro 1 livre pour livre. Par contre, là, si il n'y a pas le choix d'une grande performance contre Amir Khan, parce que là, il pourrait se faire devancer. Donc, tant qu'à moi, là, avec tout ce qu'on a vu au fil du temps, les passages à la catégorie supérieure, ce que Crawford a fait aussi, mais Lomachenko là, est loin devant là, dans le titre de meilleur c'est le grand débat à chaque fois. C'est aussi une question de préférence de style. Oui, aussi un peu de chauvinisme. Là, on sait que ESPN, c'est des Américains. Ils aiment bien les boxeurs américains, bien évidemment. Mais ça me rappelle un petit peu le débat qu'il y a en hockey entre Crosby et Ovechkin, qu'il y a en foot entre Messi et Ronaldo. C'est deux boxeurs exceptionnels et les deux sont très très bons. C'est dur de faire un choix entre les deux. Un peu comme Pacquiao et Mayweather au sommet de leur art. Là, même à un certain moment, ils étaient considérés les deux sur un pied d'égalité. Numéro 1 bis. Numéro 1 et numéro 1 bis. Mais c'est vrai que je donne un petit peu l'avantage à Lomachenko parce que son style est tellement incroyable. En même temps, on peut dire la même chose de Crawford, mais je sais pas, il y a un petit quelque chose de plus. Peut-être plus raffiné, Lomachenko. Une aura d'invincibilité aussi et un style qui paraît encore plus fluide que celui de Crawford. Crawford est beaucoup dans l'improvisation, même si c'est des choses qui sont travaillées, bien évidemment. Avec ses changements de garde, il est très très dur à anticiper, Crawford, avec tout ce qu'il fait, mais Lomachenko encore plus, mais ça paraît encore plus maîtrisé ce qu'il fait, ça paraît plus scientifique que ce que fait Crawford.
là, on parle de deux boxeurs de très très haut niveau. Ce que fait Crawford, c'est aussi scientifique, c'est aussi très travaillé, très technique. Mais j'ai l'impression que Lomachenko est une coche au-dessus. Le petit souci, si souci il y a avec Lomachenko, c'est le fait de lui trouver des adversaires à son niveau. Parce que et là, semble aussi être assujetti aux blessures. Là, c'est fait plusieurs combats consécutifs où il y a toujours un petit pépin. Oui, mais celle-là, il pensait s'être cassé la main. Lomachenko, finalement, c'est une jointure qui s'est disloquée. Ça se remet en place assez rapidement et c'est 2-3 semaines à peu près avant de pouvoir reprendre l'entraînement comme il faut. Donc c'est une blessure mineure qui ne va pas laisser de traces, qui ne va pas l'affecter pour le futur. Et c'est en touchant avec le coup du KO, avec ce crochet droit qui a mis Crawford KO, qui s'est blessé. C'est pour vous dire l'impact de ce coup-là. Mais pour revenir à ses prochains adversaires, Milky Garcia, c'est l'adversaire que tout le monde veut voir pour Lomachenko. C'est probablement, ça serait un de ses meilleurs combats en carrière. Ce n'est pas son meilleur adversaire en carrière. Comey, c'est un peu moins... un peu moins sexy, on va dire. Ouais, ce serait vraiment dans ce cas-là pour ajouter une ceinture à la collection. C'est parce qu'il est champion du monde, il est devenu récemment. Mais ça serait quand même un autre type de défi parce qu'il a une grande allonge Comey, c'est quand même un cogneur, donc on ne sait jamais. Mais avec la maîtrise de Lomachenko, je ne le vois pas poser de problème à l'Ukrainien. Et Luke Campbell, ça serait un combat très très payant en Angleterre. Tu amènes n'importe quel boxeur anglais en Angleterre, et il va y avoir des gens qui vont aller voir ce combat-là. Tu le mets en face du meilleur boxeur au monde, ça va être un succès assuré. Et d'ailleurs, le combat contre Crawford, à mon avis, aurait pu être à Manchester. Ça aurait été encore plus... ça aurait été à l'avantage de Crawford, mais l'avantage technique était tellement en faveur de Lomachenko. Je pense qu'il y aurait une très belle ambiance à Manchester ou n'importe où en Angleterre pour ce combat-là, où on sait que Crawford est extrêmement populaire en Angleterre avec toute son histoire. Je trouve que ça aurait été un bon move au niveau business d'aller présenter ce combat-là en Angleterre. Combat très intéressant à suivre en demi-finale, ce qui expliquait un peu pourquoi il était présenté au Staples Center de Los Angeles. C'était les débuts chez les mi-lourds de Gilberto Ramirez, champion 168 livres de la WBO. Il affrontait un adversaire qu'on connaît bien, Tommy Karpency, qui avait déjà perdu contre Adonis Stevenson à Toronto il y a de ça quelques années. Eh bien, Karpency a jeté l'éponge après le 4e round. S'était présenté pendant sa marche vers le ring avec l'œil gauche au beurre noir. A dit que ça s'était produit pendant son dernier round de sparring à l'entraînement, mais bon, ça n'a rien changé. Et fait intéressant, Yvon Michel disait pendant le reportage présenté à RDS vendredi soir que Karpency, pour son combat contre Stevenson, s'est entraîné dans son garage. Donc, c'est pour ça que tu as des yeux au beurre noir quand tu arrives après. Donc, Ramirez a fait ce qu'il voulait avec Karpency. Par contre, Ramirez prouve peut-être avec cette performance-là qui n'est pas encore au niveau de boxeurs comme Sergei Kovalev, Arthur Beterbiev ou encore Alexander Gvozdyk. On peut ajouter Dimitri Bivol à la liste, même s'il ne l'affrontera jamais, étant donné que Bivol est avec DAZN. Mais s'est fait quand même toucher particulièrement souvent. Chaque round, il y avait tout le temps un moment où on se disait est-ce que Karpency va être capable de renverser la tendance? Donc, on a vu tester les os. Et monter dans le ring à 196 livres, ce serait fort étonnant qu'il retourne dans la catégorie inférieure où il est champion, parce que là, on commence à jouer au yo-yo de manière assez substantielle. On parle quand même d'un écart d'à peu près, c'est 28 livres, donc c'est énorme. Quand on a vu son poids en montant dans le ring, je me suis dit tout de suite, on peut oublier de revoir Zurdo Ramirez à 168. Il ne sera pas capable de se drainer autant. On l'a vu déjà dans le ring, beaucoup plus massif. La même version qu'on avait vue un peu chez les super moyens, mais beaucoup plus costaud au niveau des épaules. On voyait que c'était plus large. Tu peux mettre de la masse, c'est beaucoup plus difficile d'en enlever. Donc je pense que c'est un mouvement permanent vers la catégorie des mi-lourds. Il a facilement dominé quand même Karpency. On a revu un peu le même Ramirez qu'on connaissait, un très bon travail au corps. Beaucoup de volume aussi. Beaucoup de coups, son crochet droit au corps est toujours très efficace. D'ailleurs, Karpency a dit qu'il était blessé au côte. Un des premiers coups de poing qu'il a reçu l'avait dérangé. Il a reçu quelque chose au côte, justement. Donc, on peut comprendre qu'avec un gars qui travaille beaucoup au corps, et si tu as une blessure au côte, tu ne peux plus continuer. C'est quand même normal, là, on peut comprendre Karpency. C'est une bonne performance de Ramirez, mais pas aussi impressionnant que ce qu'on aurait pu attendre.
Je pense qu'il a besoin encore de quelques combats pour s'adapter à cette nouvelle catégorie et pour montrer qu'il peut rivaliser avec les champions. Parce que si on le met aujourd'hui contre un Gvozdyk ou contre un Beterbiev, de toute façon, il y a la popularité à lui seul pour être en finale d'événement chez lui au Mexique. Sans avoir des gros adversaires. Exactement. Et également Mike Alvarado, l'ancien boxeur champion du monde. On se rappelle de sa trilogie avec Brandon Rios. Bon, il est rendu un peu beaucoup au bout du rouleau. Il l'a encore prouvé, la défaite contre Arnold Barboza. Un knockout au 3e round. Ouais, et ben, on connaissait Alvarado pour sa résistance, pour son cœur à l'ouvrage. Mais bon, on n'a pas vu le même Alvarado qu'on connaissait. Beaucoup plus lent. Bon, tu as encore la puissance. Hein. Quand tu vieillis, ce que tu gardes souvent, c'est la puissance, mais beaucoup plus lent qu'avant et surtout pas le même menton qu'avant, pas la même mâchoire, pas la même résistance au coup qui avait fait son succès. C'est parce qu'il était capable d'encaisser des coups qu'il pouvait se battre avec ce style-là, ce style de bagarreur qui a fait son succès. Maintenant, il n'a plus cette résistance au coup, donc il ne peut plus se battre de cette manière-là. Et il ne peut pas se battre de manière technique parce qu'il ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais appris. Donc, je pense que c'est la fin pour Mike Alvarado. Et du côté de Barboza, il a eu exactement ce qu'il voulait, accrocher un nom connu à sa fiche. Il a bien fait. Il n'est pas connu comme étant un cogneur. On s'attendait à ce qu'il domine Alvarado techniquement, mais par contre, à ce qu'il gagne. Mais ce qu'il gagne par KO, ça, je ne m'y attendais pas, surtout aussitôt dans le combat. Il a réussi à atteindre la cible avec des belles combinaisons. On a vu un uppercut du droit, crochet du gauche qui a parti les problèmes pour Alvarado. Il a terminé le travail avec un beau direct du droit à la pointe du menton et là c'était terminé. On a vu Alvarado essayer de se relever, mais il avait plus de jambes, il était plus capable d'être stable sur ses jambes. L'arbitre a bien évidemment arrêté le combat et je pense que Alvarado, lui, c'est sa carrière qui devrait arrêter parce qu'elle mène nulle part. Il n'y a plus vraiment d'avenue pour lui, mais je pense qu'il a aussi des problèmes d'argent avec tous les soucis qu'il a connus en dehors du ring, donc c'est possible que malheureusement on le revoie dans un ring. Samedi, au Mexique, Jamie Munguia, lui, défendait son titre des super mi-moyens de la WBO pour la 4e fois et disons qu'il n'a pas nécessairement réussi à confondre les sceptiques à son sujet. Victoire par décision majoritaire, une carte de 116-112, une autre de 115-113 et la dernière de 114-114. Oui, Munguia a fait mal à son aspirant Dennis Hogan à quelques reprises, mais selon l'impression de la plupart des gens là, qui assistaient en direct au combat, c'est dans l'ensemble, c'est Hogan qui a été qui a placé les meilleurs coups et c'est à lui que reviendrait la victoire. Oui, moi j'avais 7 rondes à 5 en faveur de Hogan. Je pense qu'il méritait cette ceinture, mais c'était un combat contre la vache à lait, la future vache à lait de Golden Boy au Mexique, chez lui. C'est lui le champion. On connaît le monde de la boxe, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est Munguia qui a eu la faveur des juges. Mais c'est un combat très décevant pour Munguia. Il avait montré déjà contre Liam Smith quelques lacunes techniques. Et là, Hogan les a vraiment révélées au grand jour. C'est à peu près la première fois qu'il se bat contre un gars qui a ce style-là, très mobile, qui a un bon jab, qui aime travailler derrière son jab, qui feinte beaucoup, qui esquive bien, qui a une bonne défense. Saddam Ali avait peut-être un peu le même style, mais Ali revenait d'une victoire contre Cotto. Munguia n'était pas connu. Il a peut-être pris un peu de haut. Il faut dire aussi que Saddam Ali venait des 147 livres face à un gros 154. Il s'était fait passer le KO, mais cette fois-ci, contre Hogan, Hogan a eu déjà un super plan de match qu'il a très bien appliqué. J'ai trouvé c'est un boxeur qui réfléchit bien dans le ring. Il a utilisé son jab. Parfois, il est resté en périphérie avec beaucoup de mouvements. Il a un très bon cardio, donc il s'est déplacé. Il a beaucoup dérangé Munguia avec son jeu de pied. Munguia n'a jamais été capable de planter ses pieds pour envoyer des coups de puissance. Et Hogan, parfois, quand il avançait sur Munguia, il a connu beaucoup de succès, notamment son overhand de la main droite. Il a atteint la cible très souvent, avec des coups quand même qui paraissaient avoir un peu plus d'impact que ce que je pensais, parce qu'il n'a que 7 KO à sa fiche Hogan, mais il paraissait frapper un petit peu plus fort que ce qu'indique sa fiche. Et du côté de Munguia, je trouve que c'est plus une performance décevante de la part de Munguia qu'autre chose. Il a jamais utilisé son jab, il a mal préparé ses attaques, il lançait des coups très larges qui partaient de très loin, qui étaient faciles à voir arriver, surtout quand tu as des bonnes esquives, une bonne défense comme Hogan.
Et quand tu as un gars qui se déplace comme ça, c'est très important d'utiliser ton jab, double jab, juste d'établir un contact pour cadrer ton adversaire et d'établir un contact avec lui. C'est pas la peine d'envoyer des coups de puissance tout de suite, il faut travailler en vitesse d'abord quand tu veux cadrer un adversaire qui se déplace, et avec le jab établir un contact, que ce soit avec le gant, que ce soit avec le torse de l'adversaire, peu importe, il faut que tu arrives à le toucher avant d'envoyer tes coups de puissance. C'est ce que n'a jamais fait Munguia, et c'est décevant parce qu'en plus son coin lui a demandé ça dès le début du combat, dès la première minute de repos, dès la fin du premier round, ils lui ont dit jab, jab, touche-le au corps, travaille en vitesse et pas en puissance. Il a pas vraiment écouté son coin, et j'ai trouvé aussi qu'il manque d'intelligence dans le ring. Je ne vais pas insulter son intelligence, on parle bien de ring IQ en anglais, il n'est pas capable de s'adapter, il n'a jamais vraiment changé sa manière de boxer dans ce combat, et ça m'inquiète pour le futur, parce que son coin lui a dit ce qu'il fallait faire, lui a dit ce qu'il fallait modifier, et il n'a pas été capable de mettre en pratique ses conseils. Ça, c'est assez inquiétant, surtout quand tu veux te frotter à des Canelo Alvarez, à des Golovkin. Il n'est pas encore prêt pour ce niveau-là, Munguia. Il faut qu'il travaille son jeu de pied, son jab, parce que c'est deux grosses lacunes qui ont été mises en lumière dans ce combat-là. Là, il y a seulement 22 ans et Ouais. j'en discutais avec mon ami Laurent Poulain à son Palado Boxing Town Québec. Dans le fond, ça a été un peu cadeau de grec, là, cette ceinture-là remportée avec Sadam Ali, parce qu'ensuite, on n'a pas le choix de piger parmi les 15 premiers aspirants. Et bon, je sais que des fois, on se moque là, de certains boxeurs, mais reste, quand tu fais partie des classements mondiaux, tu as quand même un certain talent, et ben il y a des mauvaises surprises comme Dennis Hogan qui se présente. Parce qu'on ne le connaissait pas beaucoup, Hogan. Et là, au lieu de faire du cherry picking pour assurer la progression, mais là, on est obligé d'aller dans une direction. Et là, en plus, on a de la difficulté à faire le poids. Et on veut des gros combats payants, mais il est encore un peu jeune. Ouais. C'est quand même dommage pour Hogan, parce que c'est un gars qui sort pas de nulle part, mais qui a travaillé toute sa carrière pour avoir une chance mondiale comme ça. Il offre une super performance, il mérite la victoire. Et il s'en va chez lui sans la ceinture. Au moins, il sera rappelé pour un combat d'importance, parce qu'on a vu ce qu'il est capable d'offrir. À Atlantic City, Clarissa Shields, elle a servi une leçon de boxe à Christina Hammer, qui n'est pourtant pas la dernière venue dans le monde de la boxe. Très expérimentée. Et là, Shields est maintenant détentrice d'absolument toutes les ceintures à 160 livres, et elle a réussi l'exploit à son 9e combat seulement. Hammer a vraisemblablement gagné le premier round, peut-être le 3e, mais là, dans la deuxième moitié du combat, c'était elle survivait. Oui. Ça fait partie de son caractère aussi, Hammer. C'est pas une bagarreuse, c'est une boxeuse plus technique qui a, bon, je ne veux pas dire amateur parce qu'elle a une grande carrière pro, mais dans son approche, dans son style, c'est un peu plus la mentalité amateur où on va... C'est un peu aussi la mentalité européenne où on va dire un match de boxe, alors que pour Clarissa Shields, c'est un combat de boxe. C'est peut-être ça la différence. Et on a vu, dès que ça devenait un peu rough à l'intérieur, Hammer, elle voulait rien savoir, elle accrochait tout de suite, alors que Shields, c'est ce qu'elle aime. Elle est beaucoup plus intense, beaucoup plus agressive que l'Allemande. Et j'ai trouvé sa boxe beaucoup plus raffinée que par le passé. Dans ses derniers combats, elle avançait très agressivement, mais en lançant des coups très larges. C'était pas toujours très beau techniquement, alors que là, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus... C'était beaucoup plus en finesse, beaucoup de feintes. Elle utilisait très bien son jab, alors que Hammer est un excellent jab. C'est probablement sa meilleure arme. Là, elle a réussi à jabber en même temps que Hammer. Elle a dérangé avec son propre jab. Elle feintait beaucoup. Elle a réussi à faire figer Hammer, à lui faire garder ses mains en défense. Elle a passé sa droite très souvent. C'est vraiment une très belle performance de la part de Clarissa Shields. Il faut donner beaucoup de mérite à son entraîneur John David Jackson, qui a fait un gros travail avec elle pour polir un peu ce diamant qu'il avait entre les mains. Là, on se demande quelle est la suite. Hein? On l'a vu avec Alexander Gvozdyk, un coup, quand on a toutes les ceintures, il faut aller chercher des défis ailleurs. Et là, Shields a défié Cecilia Brækhus, qui possède toutes les ceintures chez les 147 livres. Pour un combat, on se rejoindrait à 154, la catégorie où Marie-Ève Dicker est championne. Ou encore Savannah Marshall, la Britannique. Là, tu vas me demander pourquoi. Elle a seulement 5 combats professionnels. Et Marshall, c'est la seule boxeuse qui a réussi à vaincre Clarissa Shields. C'était dans les rangs amateurs, sa seule défaite. Donc, le scénario est déjà tracé d'avance. En sous-carte de cet événement, une certaine surprise, Samuel Peter, un poids lourd qu'on a vu là, au fil des années, qui lui
a été battu par Mario Heredia. Ce dernier a survécu une chute au plancher au 3e round et est revenu pour l'emporter par décision majoritaire. Peu de choses à dire du combat entre Peter Quillin et Caleb Truax qui était présenté au Minnesota. C'était un combat éliminatoire au titre des super moyens de l'IBF pour la position d'aspirant obligatoire. Le champion est Caleb Plant. Ça a été un non-lieu au 2e round parce que Truax a été coupé à l'œil droit. Pas une belle coupure qui était un peu au-dessus de l'œil, à l'intérieur. Donc, c'était la bonne décision. Sinon, combat éliminatoire chez les poids moyens à l'IBF également, qui était attendu entre Sergei Deverechenko et Jack Kulke. Kulke a eu ses moments pendant le combat, mais a dû s'avouer vaincu par décision partagée. Non, pas par décision partagée. Par décision unanime. C'est unanime, oui. Mais Derevianchenko, je n'ai pas été particulièrement convaincu. J'avais préféré son combat contre Jacobs où il avait bien paru. Là, j'ai trouvé que c'était moins convaincant. Ça a été plus compliqué que ce à quoi on s'attendait. Kulke lui a posé beaucoup de problèmes en se déplaçant. Il a un bon jeu de pied, l'Allemand. Et Derevianchenko est censé être le plus gros cogneur parmi les deux. Et pourtant, c'est Kulke qui lui a fait mal au 10e round. Il lui a fait plier les genoux avec une bonne droite. J'ai trouvé que si l'Allemand avait été un peu plus agressif, il aurait pu remporter plus de rounds parce qu'il se déplaçait beaucoup, il a une bonne défense, des bonnes esquives, mais il lançait pas assez de coups. Et quand il avançait sur Derevianchenko, il lui posait beaucoup de problèmes. Derevianchenko est bon à connaître du succès quand il avance, mais il a beaucoup plus de mal à boxer en reculant. Et quand Kulke a réussi à le faire reculer, là, il a connu ses meilleurs moments du combat. Je trouvais qu'il aurait dû le faire plus souvent. Ça n'a pas été le cas et Derevianchenko remporte une décision qui est quand même méritée, mais où on s'attendait à ce qu'il fasse mieux. C'est le temps de quelques actualités. Jesse Hart, le boxeur américain qu'on a vu 2 fois contre Gilberto Ramirez, qui est passé à un cheveu de la victoire 2 fois, a annoncé à des journalistes américains, même sur son compte Instagram, « J'affronte Eleider Alvarez le 15 juin prochain à Vegas ». On devine en demi-finale du prochain combat de Tyson Fury, qui est quand même présenté au MGM Grand. Qui est une belle scène. Très, très belle scène. Mais on vérifie l'information. Un coup de fil à Yvon Michel qui nous dit, sur papier, c'est vrai dans la mesure où on a accepté les conditions pour affronter Jesse Hart le 15 juin à Las Vegas, mais Alvarez, lui, n'a pas encore signé de contrat. Il n'en a même pas reçu. Donc, et ce qu'on comprend en lisant entre les lignes, c'est que Hart et Top Rank, c'est compliqué d'en venir à une entente. Et Hart met beaucoup de pression dans l'opinion publique sur Top Rank pour qu'une entente survienne. À l'origine, ça devait être présenté le 28 juin à Québec, au centre Vidéotron, mais Hart ne veut pas se battre au Québec parce qu'il dit qu'il a déjà fait une concession en acceptant de passer chez les mi-lourds alors qu'il évoluait auparavant chez les super moyens. C'est un peu une raison qui est tirée par les cheveux et c'est ce qu'on a expliqué à Yvon Michel qui était au combat de Vosdik au mois de mars parce que Christian Mbili se battait en sous-carte. On a accepté à certaines conditions. Nous, du côté de Eleider Alvarez, on dit on peut affronter Jesse Hart n'importe où dans le monde parce qu'on sait qu'on va le battre. Donc, au moment qu'on enregistre, la possibilité d'un combat le 28 juin à Québec n'est pas totalement écartée, mais on sent que si Hart est capable de s'entendre avec Top Rank, ça va être présenté du côté de Vegas. En demi-finale, mais ça serait un très bon combat parce qu'on a pu voir que Jesse Hart est passé très proche de battre Zurdo Ramirez 2 fois. Il avait offert des belles performances, mais là, l'avantage d'Alvarez, c'est qu'il est déjà un vrai mi-lourd naturel, alors que Jesse Hart lui monte de catégorie. Peut-être que la force de frappe sera un peu moindre du côté de Hart, mais c'est un gars qui avait déjà une bonne portée chez les super moyens, donc il a le physique pour passer chez les mi-lourds, pour mettre un peu de masse et pour être un vrai mi-lourd. Il pourrait être dangereux dans cette catégorie, mais je pense quand même qu'Alvarez a l'expérience et le fait d'être un mi-lourd naturel maintenant, ça va l'avantager dans un possible combat contre Jesse Hart. On en sait également un peu plus sur les prochains adversaires de Steven Butler et Eric Bazignan qui pourraient peut-être potentiellement se battre le 2 mai, à 2 jours du combat où David Lemieux affrontera John Ryder et Canelo contre Jacobs en grande finale. Mon ami Laurent Poulain de Boxing Town nous apprend que Butler affronterait Vitaly Kopilenko et Bazignan à Lankampa. Kopilenko, lui, il s'est battu contre Willie Monroe sur ESPN dans le tournoi Boxino qui avait été présenté il y a quelques temps.
Et Kampa, bien lui, a déjà perdu contre 2 boxeurs dont on vient d'évoquer le nom, Deverechenko et Jesse Hart. Donc ça donne tout est dans une bonne mesure, mais encore là, il n'y a rien de ficelé, rien d'officiel. Ouais, mais il n'y a plus de temps à perdre parce que ça s'approche très rapidement cette date. Ouais, les boxeurs sont à l'entraînement, mais il faut savoir à un moment donné à quoi s'en tenir. Parce que qui tu affrontes, quelle stratégie on va adopter, qu'est-ce qu'il faut travailler à l'entraînement pour pouvoir l'utiliser. Faut que ça se concrétise rapidement. Surtout que ça marque l'entrée en scène aux États-Unis de Butler et Bazinian, donc on veut quand même faire très, très bonne impression. Ouais. Autre fin de semaine chargée dans le monde de la boxe. L'événement qui va causer une éclipse médiatique, c'est le combat entre Terence Crawford et Amir Khan, événement qui est présenté à la télévision à la carte à compter de 21h samedi. C'est la 2e défense du titre des mi-moyens de la WBO de Crawford, qui est un ancien champion unifié chez les superlégers, a détenu toutes les ceintures après avoir battu Postol ou Liu Sidongo. Ouais. Postol, c'était devenir champion unifié chez les poids légers. Bon, Crawford, on sait, on aimerait ça le voir contre qui? Contre Keith Thurman, contre Errol Spence, contre Sean Porter, même contre Manny Pacquiao. Mais malheureusement, la vie est ainsi faite. C'est impossible pour le moment parce que Terence Crawford est un peu seul dans son camp en étant associé à Top Rank et ESPN. On ne veut pas nécessairement manquer de respect envers Amir Khan. On nous a dit qu'il n'a jamais été vaincu chez les poids mi-moyens, mais je vois difficilement comment Amir Khan, l'homme au menton de verre, pourrait résister à Terence Crawford. On l'a évoqué un petit peu plus tôt en parlant de son nom comme parmi les meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète. Crawford, c'est Monsieur Ajustement. La minute qu'il décide d'appuyer sur l'accélérateur et qu'il décide qu'un combat est terminé, généralement est capable de passer de la pensée aux actes assez rapidement. C'est surtout le boxeur qui change de gaucher à droitier le plus rapidement de l'histoire de l'humanité. C'est impressionnant. Ça n'a absolument aucun sens. J'ai peur pour Amir Khan. Ouais, et ce que tu dis, c'est vrai. Ce fait de changer de garde, c'est probablement ce qui est le plus impressionnant chez lui. Quand vous regardez un combat de Crawford, vous ne savez pas s'il est gaucher ou droitier. Parce qu'il est autant à l'aise d'un côté que de l'autre. Toutes ses attaques sont puissantes, des 2 mains. Ses déplacements sont bons, sa défense est bonne, peu importe la position dans laquelle il est, peu importe la garde qu'il a. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois jamais. Généralement, tu as un boxeur droitier qui peut passer gaucher, mais tu vois quand même que le jeu de pied est un peu plus hésitant, tu vois qu'il est un peu moins à l'aise. Lui, c'est pareil des 2 côtés, peu importe qu'il soit gaucher ou droitier, il est aussi à l'aise. Et écoute, on est gâtés, on a eu Lomachenko la semaine dernière, là on a Crawford cette semaine, et l'adversaire, à mon avis, est meilleur que celui qu'avait Lomachenko. La différence entre Lomachenko et Crawford a été énorme. La différence là entre Crawford et Khan est un peu moins grande. Je pense que Khan est capable de rivaliser pendant les premiers rounds au niveau technique. C'est un bon technicien, il a des mains très rapides. Très rapide. Un des boxeurs les plus rapides quand il était au sommet de son art il y a quelques années. Là, il a un peu vieilli. Mais son problème, il l'a depuis qu'il est tout jeune, c'est son menton de verre, tu en as parlé. Dès qu'un coup atteint la cible, Amir Khan peut être en danger, même quand c'est pas contre un cogneur. Je m'en souviens contre Diaz, c'était Julio Diaz, qui l'avait ébranlé 2 ou 3 fois dans le combat, où ça devait être un combat facile pour Amir Khan, et puis à cause de cette mauvaise résistance au coup, ça avait été un combat compliqué pour lui. Bon, il a réussi à résister à quelques cogneurs. On s'en souvient de son combat contre Maidana où il y avait un round, je pense c'est le 10e, où il était passé très très proche du KO à plusieurs reprises, mais il avait survécu. Mais là, contre Crawford, je ne pense pas que ça va être possible, d'autant plus que Crawford a cette méchanceté en lui. C'est méchanceté dans le ring, je parle, où il veut vraiment te passer le KO, il veut te faire mal. Un peu. D'ailleurs, c'est pas un enfant de cœur, Terence Crawford, et justement, c'est peut-être ce qui fait parce que c'est un personnage qui est tellement intéressant. C'est un homme qui a ses zones d'ombre, donc il y a tellement de possibilités d'angles pour couvrir ses combats. C'est vraiment un personnage fascinant. Et ça se voit dans le ring, il est vicieux, il veut faire mal à l'adversaire. Et quand tu as un gars qui est fragile comme Amir Khan en face, c'est pas une bonne combinaison. Donc je m'attends à ce que Khan soit compétitif pendant les premiers rounds, mais qu'il se fasse passer le KO, un peu comme ça avait été le cas contre Danny Garcia. À mon avis, il avait gagné les 2 premiers rounds contre Garcia, il gagnait le 3e, un crochet et c'est terminé.
Bon, Khan, on ne diminue pas non plus. Ça a été un boxeur formidable. D'ailleurs, il a retrouvailles avec Virgil Hunter en Californie. Il s'est entraîné avec Dan Goossen pour ses 2 derniers combats, dont le dernier contre le Canadien d'origine colombienne Samuel Vargas. A décidé de retourner avec l'homme qui murmure à l'oreille des boxeurs. Et bon, est-ce que cette association-là va donner des résultats? Peut-être. On sent que, justement, je pense que c'est l'impression générale, Khan va être capable de rivaliser avec Crawford dans les premiers rounds, mais un moment ou un autre, son menton va être exposé. Et Crawford, sans être un pur cogneur, possède la force de frappe. Il a démontré à 147 livres pour inquiéter n'importe qui. Et bon, ben, quand son poing va rencontrer le menton de Khan, ça risque d'être terminé. De la puissance. Et en plus, comme il frappe quand l'adversaire s'y attend pas, entre 2 coups de l'adversaire, en contre, c'est des coups que tu ne vois pas venir et c'est ceux qui te font le plus mal. Donc, ça augmente encore la puissance de frappe. Papier intéressant qui a été fait sur ESPN. On a demandé à un entraîneur sous le couvert d'anonymat de parler des 2 boxeurs. Et dans le cas de Khan, on disait c'est un boxeur qui possède énormément de talent, mais n'a jamais nécessairement suivi la ligne qui était naturelle pour lui. Un peu comme... toute comparaison est généralement mauvaise, mais comme Arturo Gatti, on dit que c'était un boxeur au formidable talent, mais il est devenu populaire et souvent s'est empêtré dans des bagarres alors qu'il avait tout ce qu'il fallait pour éviter justement d'être confronté à des coups. Et c'est un peu le cas de Khan. Il devrait se servir de sa vitesse, devrait se servir de ses déplacements, mais souvent des bulles au cerveau et fait en sorte qu'il il parvient à toucher, mais s'expose. On peut l'attirer dans des bagarres. C'est souvent ça qui lui a coûté quelques victoires depuis le début de sa carrière. On sait des événements qui sont présentés à la télévision à la carte. C'est l'occasion d'afficher les petites pépites de l'organisation. Et ce sera le cas. Shakur Stevenson, formidable boxeur, tout comme Teofimo Lopez, qui lui ont pressenti pour éventuellement un affrontement contre Vasily Lomachenko. Oui, il l'a défié plusieurs fois. Il parle de ce combat-là, il ne s'en cache pas. Teofimo Lopez, bon, il a encore besoin de polir un petit peu son talent avant d'affronter Lomachenko. Mais c'est un boxeur qui est très spectaculaire. Il y a des grandes attentes envers lui, d'autant plus que ses 2 derniers combats, ça a été des KO incroyables. Hein. Contre Maynard qui tombe en pleine face à l'Américain. Une droite, et il tombe sans se retenir. L'autre, ça avait été contre Magdaleno, un double crochet qui avait laissé Magdaleno au sol pendant de longues minutes. Donc quand tu réussis des KO comme ça à la télé nationale, forcément il y a des attentes pour tes prochains combats. On s'attend à ce que tu fasses la même chose à ton prochain adversaire. Là, l'adversaire, c'est Eddie Statli, un Kosovar qui s'entraîne et qui habite en Finlande. C'est un boxeur de niveau continental. Il a eu plusieurs combats de championnat d'Europe, 8. 7 victoires, dont une contre Ivan Mendy, le Français, qui est un boxeur de bon niveau. On a vu qu'il avait battu Luke Campbell. Donc c'est un boxeur qui est capable. Il s'est déjà battu en championnat du monde. Ça date de 2014, c'était contre Richard Abril. Il avait perdu une décision contre un très bon technicien cubain, Abril. Donc il n'y a pas de honte à perdre ce combat-là. C'était déjà il y a 5 ans. Mais ça reste quand même un boxeur de niveau plutôt continental. Il ne s'est jamais fait passer le KO. Donc ça serait une bonne chose pour Lopez d'être le premier à lui passer le KO. Et il a toutes les capacités pour le faire. Lopez, c'est la nouvelle pépite portoricaine avec Verdero, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais il y a plus d'espoirs qui sont placés en Teofimo Lopez. Oui, le temps file. On va passer déjà au combat à surveiller samedi. Bon, en plus de Crawford contre Khan, ça commence samedi 14h sur DAZN. David Allen contre Lucas Brown. C'est les poids lourds qui sont à l'honneur de cette carte qui est quand même présentée en direct de l'O2 Arena de Londres. Un amphithéâtre d'à peu près 20 000 places. Allen lui a déjà affronté Dillian White, Luis Ortiz, Tony Yoka. Brown, lui, on se souvient de lui, avait passé un knockout à Eric Martel Baweli il y a quelques années, était devenu champion régulier de la WBA. Et il y a un lien avec Lucian Boutet et Canelo Alvarez. Clenbuterol et Ostarine. Lui, il a pris les 2. Et voilà, lui, il a mis tout le monde d'accord. Il s'est dit... Et aussi Derek Chisora contre Andy Townend et l'espoir invaincu chez les mi-moyens, qu'on va revoir sur une autre carte un peu plus tard cette année. Josh Kelly, là, un espoir prometteur d'Eddie Hearn. Samedi 20h, si vous n'avez pas envie de dépenser pour voir Crawford contre Khan, il y a de la boxe gratuite sur les ondes de Fox. Danny Garcia contre Adrian Granados. C'est le premier combat de Danny Garcia depuis qu'il s'est incliné devant Sean Porter. Là, une courte défaite par décision unanime. Il affronte Granados, un boxeur
qu'on connaît pour donner du trouble à absolument tout le monde. Il y a seulement Sean Porter à son dernier combat où ça a été un peu plus large. Mais sinon, on se souvient, il avait battu ici au Québec Amir Iman, le dernier grand espoir de Don King. Donc, combat intéressant. Est-ce que Garcia reste encore une certaine volonté? Est-ce qu'il reste quelque chose de ce boxeur qui laisse personne indifférent? Ses défaites en carrière, c'est contre des boxeurs de très haut talent. C'est contre Thurman, contre Porter. Et c'est un gars qui avance à une liste de victimes assez impressionnante. Je pense qu'il a encore faim, qu'il a envie de retrouver cette aura qu'il avait auparavant. Mais là, ça fait 2 défaites dans ses 3 derniers combats contre des très bons boxeurs, mais ça fait quand même une seule victoire en 3 combats. Il faut qu'il revienne, qu'il accumule quelques victoires avant de pouvoir... 1 ou 2 victoires avant de pouvoir défier les gros noms, les champions de la catégorie. Et là, Granados... Bon, je pense que Garcia a le talent, les aptitudes pour l'emporter face à Granados, mais il n'y a jamais de victoire facile contre lui. C'est un gars qui te fait travailler. Même si tu le bats, tu vas souffrir et tu vas travailler fort. Tu vas la mériter, ta victoire. Et contre des boxeurs qui, parfois, sont un peu plus paresseux, entre guillemets. Je pense à John Broner. Ça avait été une défaite par décision partagée pour Granados. Le combat avait été très serré parce que Broner c'est pas un gros travailleur. Ça regarde beaucoup boxer. Ouais. Et Garcia, c'est pas son cas, mais il peut parfois tomber dans un faux rythme où il est moins... quand l'adversaire est moins flamboyant, c'est moins un gros nom, il peut offrir une performance un peu moins bonne. Ça avait été le cas contre Mauricio Herrera il y a 3 ou 4 ans. Donc c'est ça le danger dans ce combat-là. Mais sinon, il a tout le talent pour battre Granados, mais il va falloir travailler très fort. Également sur cette carte en demi-finale, combat de championnat intérimaire des supercoques de la WBA entre Brendan Figueroa, toujours invaincu depuis le début de sa carrière, affronte Ronfrez Parello. Figueroa, c'est le frère cadet de l'ancien champion du monde Omar Figueroa. Et The Ring le classe déjà dans son top 10 dans sa catégorie. Et il a même passé le knock-out à Moises Flores à son dernier combat, donc à surveiller. Et combat de gros bonhomme qui fera assurément la joie de Benoît Brunet. Andy Ruiz-Fils qui affronte Alexander Dimitrenko. Ruiz, il a gagné 2 combats depuis qu'il s'est incliné contre Joseph Parker, toujours classé dans 2 associations dans le top 15. Et Dimitrenko, lui, c'est un bon candidat au knock-out. Parce que Kubrat Pulev, Joseph Parker et Bryant Jennings, qu'on a vu contre Oscar Rivas, ont réussi à l'emporter avant la limite contre lui. Un peu au bout du rouleau, Dimitrenko. Donc voilà, comme à l'habitude, chaque semaine, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8, ou encore à nous écrire à nos différents comptes Twitter, que ce soit @FPaquin RDS ou encore @Adrien Meur. Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music, Spotify et maintenant en chair et en os sur YouTube. Donc au nom d'Adrien Meur et du magicien de la mise en onde Olivier Côté, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao!